Eh bien, rebonjour à toutes et à tous. Et puis, je salue évidemment celles et ceux qui nous ont rejoints pour cette session sur la politique européenne pour la mise en œuvre du cadre unifié du portefeuille numérique, évidemment au niveau européen. J'invite mes invités à me rejoindre. Cher Norbert, venez vous installer à nos côtés. Katarzyna est avec nous, Anthony également, Eric aussi. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors évidemment, on va revenir sur la mise en œuvre du règlement européen qui entre dans une phase décisive avec un certain nombre de questions qui se posent. Notre session va se dérouler en français et en anglais. Donc si vous souhaitez et avez besoin d'une traduction, vous avez des outils qui vous le permettent à l'entrée de la salle. Our session gonna be in French and in English, so if you need... Si vous souhaitez l'interprétation vers le français, munissez-vous d'un casque et choisissez le canal 1, s'il vous plaît. À mes côtés, Norbert Saxteter. Merci infiniment, Norbert, d'être à nouveau avec nous cette année. C'est toujours un plaisir de vous accueillir, évidemment, à Lille pour l'ID Forum. Je le rappelle, vous êtes Head of Unit au sein de la DG Connect de la Commission européenne. Merci beaucoup. Nous avons également à vos côtés Anthony Carmois, responsable Playground, donc de l'équipe coordinateur France Titre. Merci d'être avec nous également, Anthony. À vos côtés, l'immense plaisir également d'accueillir Katarzyna Prusak-Gorniak. Thank you so much. Katarzyna, Head of Digital Affairs Unit, Peer Representation of the Republic of Poland. To the EU. Et nous avons également le plaisir d'avoir à vos côtés Eric. Merci beaucoup, Eric, d'être à nouveau avec nous. Eric Van Zuren, vous êtes Topic Leader e-Identity CyberSec Solvay.edu. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous prie d'excuser Florent Tournois, qui devait être avec nous de France Titre également, qui vous demande de bien vouloir l'excuser, ayant été obligé de rejoindre Paris suite au sujet dont nous parlions ce matin, pour celles et ceux qui étaient avec nous. Mais nous avons le plaisir d'avoir Anthony qui pourra effectivement partager quelques-uns des éléments de Florent avec nous. On débute donc sur cette mise en œuvre du règlement européen. Je le disais, plusieurs questions, notamment la première, celle des actes délégués envisagés. Norbert, on ouvre la séquence avec vous, si vous le voulez bien. Quels sont ces actes délégués envisagés? Allô. Oui, merci beaucoup, Mélanie. Bonjour à tous et à toutes. C'est un grand plaisir d'être encore avec vous, de nouveau, ici à Lille, qui est absolument formidable. Voilà. Vous m'entendez, j'espère. So I will continue maybe in English because it's easier for me. Ok, bon, je vais continuer en anglais. Je pense que c'est plus facile pour moi et plus facile pour certains d'entre vous, notamment. Je suis très content d'être ici. Depuis la dernière fois que j'étais à Lille, on a fait des grands progrès. Les réglementations ont maintenant été adoptées en mai de l'an dernier. Nous avons bien travaillé sur la mise en œuvre et je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais je crois qu'on a plus de 40. On peut plus de pouvoir dans les réglementations et d'autres mises en œuvre pour les actes en tant que le progrès est plus impressionnant. Je crois que les premières années, on est encore dans la première année, c'est pour nous les actes les plus importants, ça décrit l'architecture du portefeuille, les règles de certification, les environnements de certification du portefeuille. Tout ça a été déjà adopté par les États membres le 21 novembre de l'an dernier et ça remplit les exigences, le niveau d'exigence des réglementations sous 2 ans. A priori, 21 novembre 2026, tous les 27 États membres de l'Union européenne doivent être en mesure de proposer à leurs citoyens un portefeuille d'identité numérique. Et je le dis comme ça parce que nous savons tous que même après toutes ces années passées à travailler sur ce projet, nous sommes convaincus que ce reste un projet superbe. C'est un moyen d'identification qui n'est pas géré par une grande entreprise américaine, qui sécurise les données de tout un chacun, qui est une alternative aux solutions publiques, aux solutions commerciales. Ce n'est pas financé par la vente des données, c'est financé par l'Union européenne. Ça crée une infrastructure, un cadre qui nous permet non seulement d'identifier
qu'on veut et de refuser l'identification qu'on ne souhaitons pas identifier. Ça nous permet aussi de partager nos données telles que notre permis de conduire, les ordonnances, les données de santé. Nous allons entendre parler de tout ça aujourd'hui parce qu'on a une phase test pour des futurs projets. Il y a aussi des projets qui sont déjà bien existants. C'est une plateforme pour l'avenir qui est en construction actuellement et je suis ravi de pouvoir dire aussi que nous sommes à la pointe de la technologie. Il n'y a pas d'autres projets dans le monde d'identité numérique avec un tel niveau de confiance, un tel niveau de confiance, un tel niveau de sécurité, rien de comparable. Nous travaillons depuis peu avec l'Inde, nous travaillons beaucoup avec l'Inde et c'est absolument passionnant de voir ce qu'ils font en Inde parce que aussi l'échelle est différente, ça nous dépasse, mais ils ont une appréciation différente de ce que représente la sécurité et la protection des données et c'est une décision de leur part, mais nous ne sommes pas si mal au niveau global en termes de protection des intérêts de toutes les zones du monde actuellement. Et même le secteur privé, je pense que ce portefeuille est confirmation de notre positionnement à la pointe de cette transition technologique. Mais on peut se féliciter, mais pendant les 2 années à venir, il y a beaucoup de travail à faire. C'est un grand défi de mettre la mise en œuvre, surtout pour les États membres, de déployer ces portefeuilles. Nous avons déjà adopté la première vague de réglementation pour la mise en œuvre. Maintenant, la deuxième vague, c'est le matching d'identité. C'est un élément crucial. L'appairement, pour être sûr que le système technique entre États membres, qu'on peut être vraiment sûr que la personne qui prétend être quelqu'un est vraiment la personne qui prétendent. Donc, il faut un système d'appairement d'identité, de comparaison qui n'est pas facile à accomplir. On a d'autres actes qui, dans cette deuxième vague, et il y a une quatrième vague d'actes de mise en œuvre qui vont être arrondis dans les jours, les semaines à venir pour avoir de nouvelles services, une nouvelle infrastructure pour les services de confiance qui sera adopté, on l'espère, en mai ou en juin de cette année. Donc, il y a beaucoup à faire cette année. On a rendez-vous le mercredi prochain à Bruxelles et nous espérons que la deuxième vague d'actes de mise en œuvre seront adoptés par les États membres. C'est sur le programme pour le mercredi prochain. Et ça nous permettra de passer à la prochaine étape. Merci beaucoup. Norbert. Eric, peut-être Anthony, un mot sur les arbitrages, qu'on comprenne un petit peu mieux où est-ce qu'on en est, quels sont-ils en matière d'ergonomie, en matière de sécurité, en matière évidemment d'interopérabilité. Qu'est-ce qui aujourd'hui est arrêté et qu'est-ce qui ne l'est pas encore? Merci Mélanie. Et bien sûr, déjà, Florent Tournois adresse ses excuses de ne pas être là. Alors je vais faire de mon mieux pour jouer Janus et aussi porter sa voix. Et je vais le faire en français. Concernant EDAS, je ne vais pas forcément élaborer ni disserter sur tous les compromis qui peuvent exister entre l'ergonomie d'une part et la sécurité de l'autre. Je pense qu'on est tous assez conscients de tout cela. Néanmoins, j'aimerais partir peut-être d'un point de vue en particulier, la différence en réalité entre EDAS 1 et EDAS 2. EDAS 2, ce qu'on apporte avec le wallet, c'est un nouveau facteur de forme obligatoire pour chacun des États membres et qui, par défaut, est considéré comme étant interopérable entre les États membres. C'est un paradigme radicalement nouveau avec EDAS 1. La France, par ailleurs, sur EDAS 1, était un petit peu à la traîne, on était un peu en retard dans l'implémentation. Néanmoins, les faits sont là. On a maintenant un défi d'interopérabilité dans des délais qui sont très restreints à respecter. Eric, tu veux peut-être compléter ? De mon point de vue, comme disons une personne qui vit constamment dans le monde de sécurité et surtout ceux qui essayent de décontourner la sécurité, je pense qu'il y a des bonnes nouvelles et des moins bonnes nouvelles, c'est-à-dire que c'est une innovation énorme, mais c'est aussi un wallet à un niveau high assurance. LOA High, ça veut dire que des wallets au niveau substantiel, on sait faire et on sait déjà combien d'énergie ça prend à bâtir tout ça et le garder sécure, notamment par exemple dans le monde de paiement. Maintenant, on va au-delà, donc ça pose plein de questions au niveau sécurité, donc il faut vraiment regarder les cas d'usage. Certains cas d'usage, montrer un mobile driver's license, ok, il y a peu de risques, un student card, peu de risques, etc. Mais il y a d'autres cas d'usage qui sont
fortement probable d'attirer beaucoup d'attention négative, créative, si vous voulez. Donc aussi, il y a certains cas d'usage où on va utiliser des standards techniques et sémantiques qui sont bien connus, comme Mobile Driver's License, c'est bien stable, c'est bien analysé, etc. Il y a d'autres cas d'usage qui ne sont pas complètement élaborés. Ce matin, il y avait un intervenant qui a mentionné que c'était très intéressant de travailler sur les Large Scale Pilots, mais même dans ce cas-là, où il y a beaucoup de partenaires, il n'y a pas une interopérabilité complète. Donc, disons qu'il y a un rêve énorme avec des bénéfices énormes devant nous, mais il y a aussi encore beaucoup de choses à faire dans le monde des standards, les stabiliser, les standards, de rendre une vraie interopérabilité cross-border. Et si on invente des choses nouvelles, ça veut dire aussi qu'il faut re-regarder les enjeux de sécurité. Sur quels usages, Eric, quels usages vous faisiez allusion sur lesquels effectivement il va y avoir à la fois créativité et des besoins de sécurité renforcés? Je pense qu'il y a beaucoup. Donc peut-être il faut commencer avec les cas d'usage avec moins de risques, parce qu'il y a des standards bien connus, stables, bien analysés, etc., où il y a peu de risques par les relying parties. Mais notamment, si je peux voler votre identité, faire, comment vous appelez ça en français, usurpation. Voilà, je pense que ce n'est pas quelque chose qu'aucune personne dans la salle aimerait que quelqu'un reprend votre identité et commence à prendre des emprunts, achète une voiture, mais laisse le paiement de la voiture à vous, etc. Ce n'est pas agréable. Donc, la protection de l'identité, c'est important, et je pense que la protection de votre compte bancaire, probablement aussi. Merci beaucoup, Eric. Katarzyna, let's talk about Poland. You have already a program. Vous avez un programme très développé, comme c'est le cas d'ailleurs au Danemark. Quel est l'avancement des choses? Quelle est la situation en Pologne? Bonjour, merci beaucoup de votre invitation. La Pologne a été le premier pays à mettre en place l'application Portefeuille, une application citoyenne qui a été lancée le 19 octobre 2017. 2017, avant même la négociation de toutes ces réglementations. Donc le projet européen aujourd'hui s'inspire de l'exemple polonais 2017. C'est nous qui avons donné l'idée, et puis ensuite il y a eu la négociation. Moi, j'ai participé aux négociations essentiellement dans le domaine cyber, mais puisque j'aime le sujet des services de confiance et de l'identité numérique, j'ai également discuté et négocié des solutions de l'intelligence artificielle. Donc on a ce portefeuille depuis 2017 et on a vu à quel point c'est utile. Nous avons également une vue exhaustive du processus, parce qu'au départ, l'identité numérique qui se trouvait dans le portefeuille n'avait pas la même légitimité que le morceau de plastique, alors que maintenant tout le monde comprend très bien. Et aujourd'hui en Pologne, je n'ai plus besoin d'avoir ma carte d'identité papier ou plastique. J'ai mon téléphone, mon application de citoyenne avec ma carte d'identité, ma carte grise, mon permis de conduire, de très nombreux documents. Et l'équipe à Varsovie continue à développer d'autres utilisations. Et l'équipe, d'ailleurs, s'assure à chaque fois que toutes les solutions soient très ergonomiques, conviviales. Et ce qui était important également pour nous, c'était de savoir quelles étaient les utilisations qui feraient que les citoyens allaient télécharger l'application. Parce que s'ils n'étaient pas convaincus, ils ne l'auraient pas fait. Évidemment, la sécurité est essentielle. Ça a été dit à plusieurs reprises. L'usurpation d'identité, me semble-t-il, c'est l'une des plus grandes préoccupations pour l'équipe polonaise également. Donc on travaille très étroitement avec différents groupes de travail que nous avons créés sur la base de la réglementation AIDS 2 pour régler ce risque de l'usurpation d'identité. Donc
Nous faisons partie du projet à grande échelle. Nous sommes présents depuis le début. D'ailleurs, comme nos collègues français, nous avons travaillé ensemble à des solutions. Nous avons également passé le test d'interopérabilité transfrontalière. Pas celui de 2027, mais entre 27, mais il fallait bien commencer quelque part. Donc on a commencé entre quelques États et c'est un bon début pour montrer que dans les États les plus avancés en matière numérique, les choses fonctionnent et on va s'assurer que l'on puisse couvrir toute l'Union européenne comme c'est précisé dans la réglementation. Mais pour cela, il nous faut des normes. Il nous faut des normes. Et moi, je suis juriste, donc j'apporte tout mon soutien aux personnes qui travaillent sur les normes, parce que sans normes, on ne pourra pas arriver à l'harmonisation. Vous dites que le portefeuille est très unique pour que le marché unique fonctionne, particulièrement pour la Pologne. Quelle est l'incidence, quelles sont les conséquences que vous voyez ? Tout d'abord, pour les utilisations transfrontalières, parce que de votre canapé, de chez vous, vous allez être capable de vous identifier et faire en sorte que vous pourrez faire des choses à l'étranger sur la base d'une identité numérique sans avoir à vous déplacer. Donc, dans le cadre du marché commun, vous allez pouvoir procéder à différentes opérations à distance, mais il fallait surtout qu'on regarde ces utilisations transfrontalières, mais également faire en sorte qu'à l'échelon national, on ait un certain nombre de services de confiance inclus dans le portefeuille. Autre point important sur la communication avec le public, avec la population. Comment informer la population? Comment les inciter à utiliser le portefeuille? Comment avez-vous communiqué? Comment communiquez-vous pour que la population dans son ensemble adopte le portefeuille? Le plus important, c'était de dire aux gens, vous n'aurez plus besoin de transporter votre carte d'identité, votre permis de conduire. Tout sera dans votre téléphone portable, parce que tout le monde a un téléphone portable, tout le monde a un smartphone. Alors que parfois, on peut sortir sans sa carte d'identité. Donc, on disait aux gens, ce sera plus la peine de les prendre avec vous. J'ai également ma carte grise. Et du coup, je sais quand mon assurance arrive à échéance. Je sais quand est-ce qu'il faut faire mon contrôle technique. J'ai également une petite notification qui me donne la date d'expiration de mon passeport ou de ma carte d'identité, donc je peux faire ma demande de renouvellement à temps, et d'autres fonctionnalités, par exemple les ordonnances en ligne. Mais on continue encore à ajouter d'autres utilisations pour que ce soit vraiment très très utile et très confortable pour la population. Katarzyna. Norbert, peut-être un mot sur les projets pilotes à grande échelle, ce dont on parlait avec Katarzyna. Où sont ces projets à grande échelle pour la mise en œuvre du portefeuille selon les différents pays? Merci Mélanie. Oui. Je vais confirmer ce qu'a dit Katarzyna. C'est vrai qu'un portefeuille sans utilisation ou sans utilisation prédéfinie, ça ne sert à rien. Donc, il faut travailler sur des études pilotes avec un certain nombre d'États membres, avec les entreprises, avec les autorités. Nous avons plus de 350 entreprises qui sont engagées dans ces 4 études pilotes, pratiquement tous les États membres à l'exception de 1. Et on va continuer de l'avant. Donc, actuellement, 4 études pilotes pour des utilisations comme l'éducation, le voyage, le scoring social, le paiement, les prescriptions, les ordonnances en ligne. Donc, toutes sortes d'utilisations, toutes sortes de catégories d'utilisation, des choses qui sont pertinentes, plus ou moins pertinentes selon les pays, selon les situations nationales. Mais ce que moi, je retire de ces études, et Katarzyna connaît mieux ces études que moi, c'est qu'on a vraiment fait beaucoup de progrès. On a montré que le portefeuille, ça fonctionne. Le portefeuille apporte une valeur ajoutée. Il y a aujourd'hui des modèles. Nous l'avons testé donc à grande échelle. Et on voit vraiment une amélioration significative. Nous entrons aujourd'hui dans une nouvelle série de tests et vérifications pilotes. On en parlera peut-être à venir cet été, si tout va bien, qui mèneront
à la mise en œuvre du portefeuille en 2027. C'est ces dernières études qui vont vraiment définir le portefeuille qui sera mis à disposition du public. Et il faut vraiment que on dise aux gens que le portefeuille, c'est la garantie de la sécurité, de la simplicité. Si vous avez un permis de conduire numérisé, c'est très très bien, parce que dans certains pays, si vous perdez votre permis de conduire papier, il faut fournir tout un tas de documents et il faut attendre 3 semaines, voire plus. Alors que de manière dématérialisée, vous l'aurez avant la fin de la journée. Donc ça, c'est très important, et c'est très important notamment pour les plus jeunes. Nous avons des enfants et on voit très bien que nos enfants ont une relation dématérialisée avec la mairie, avec les services publics. Ma fille est un bébé numérique et elle voudrait que le secteur public lui réponde de manière numérisée, dématérialisée. Elle n'est pas toujours très contente. Moi, je pense que vraiment les jeunes générations veulent cet accès, et si on n'arrive pas à une solution, ça va vraiment poser problème. C'est une question de démocratie. Norbert. Merci Norbert. Ces grands projets pilotes, on parlait de découpage par État membre. Bien sûr, alors l'NTS, on est sur la coordination d'un LSP qui s'appelle Potential. Donc Potential, en quelques chiffres, c'est plus de 150 participants, 6 cas d'usage qui vont, comme Norbert l'a précisé, des mobilités, d'authentification en ligne, la signature électronique aussi qualifiée. Un mot du découpage, donc en fait on est entré aujourd'hui dans une phase d'industrialisation des tests d'interopérabilité. On a eu un premier événement à Varsovie qui s'est tenu il y a quelques semaines, où on a réussi effectivement à démontrer dans des conditions réelles, en proximité comme à distance, des échanges, des transactions de données entre un verifier et un wallet. Le découpage des États membres, selon moi, il serait le suivant, c'est qu'on a beaucoup d'États membres qui ont des ressources. La France en fait partie, on a de la chance, en tout cas côté NTS, de pouvoir avoir des ressources pour travailler sur les technos, pouvoir faire des expérimentations, faire des POC, un peu expérimenter aussi les standards qui ne sont pas encore établis totalement. Et d'autres États membres qui, eux, s'appuient beaucoup plus sur l'implémentation de références que la Commission met à disposition des États membres. Et ça, c'est une richesse incroyable pour l'ensemble de ces participants, que ce soit des wallet providers ou des railing parties, qui peuvent justement utiliser cette implémentation de références pour eux aussi conduire des tests, en forquant bien sûr, et ensuite en adaptant à leur environnement national. Mais en tout cas, c'est pour moi un peu la scission entre une Europe qui effectivement peut se permettre de travailler et d'avancer un peu plus loin parfois sur des technos du wallet, tandis que d'autres, eux, se reposent sur le marché, sur l'industrie, pour fournir ces solutions. Merci beaucoup. Monsieur, vous m'interpelliez, vous avez une question? Do you have a question? Ah, ok, ok. Merci beaucoup, Anthony. Peut-être un mot sur justement cette interopérabilité avec les systèmes d'identification nationaux, l'intégration avec les plateformes de services en ligne. Est-ce que vous voulez compléter? Ça avait été un petit peu abordé par Eric. Est-ce que vous voulez revenir sur cette dimension, compléter? Sur la partie National EID Scheme, désolé, mais je lis tous les Implementing Acts dans la version originale, anglais. Je pense que la problématique est plutôt organisationnelle, parce que la réglementation dit clairement que it's National EID Scheme. Ça reste aussi vers le futur un National EID Scheme. En France, j'ai compris que vous devez aller aux mairies pour activer votre wallet. Dans d'autres pays, ça sera online. Dans d'autres pays, on a des liveliness checks, etc. Donc, je me demande comment on va harmoniser ça vers le futur. Parce que dans la réglementation actuelle, c'est National EID Scheme et ça reste comme ça. Donc, OK, il y a des aspects aussi architecturels, parce que si on a des connexions entre devices, ça c'est plus risqué que rester dans le même device, etc. Donc il faut résoudre cela aussi. Mais le problématique le plus sévère pour moi, c'est est-ce qu'on vérifie l'identité de la personne tous au même niveau? Et ça c'est différent. Maintenant, dans les EIDAS version 1, c'est différent. Il y a un peer review. Vers le futur, on aura encore les National EID Schemes, parce qu'on ne va pas jeter dans la poubelle les National EID Solutions, Identification Means.
Donc, harmoniser ça à un certain niveau, ça sera un exercice intéressant vers la future, mais il faut démarrer quelque part. Au niveau de identité, Norbert l'a mentionné déjà, il y a un autre challenge, c'est identity matching. Moi, je suis moitié hollandais, moitié belge. Je peux démarrer un wallet belge, je peux démarrer un wallet hollandais, et si je veux prendre mon diplôme français, comment je vais faire? Parce que les systèmes dans les différents pays ont une manière de travailler actuellement. En Belgique, c'est le numéro du registre national. En France, c'est peut-être le numéro de la sécurité sociale. En Hollande, c'est le numéro BSN. How will you match this? Et être sûr qu'une personne ne va pas créer 2-3 comptes pour avoir 2-3 fois une subvention de l'État. Ça serait quelque chose de créatif. Il ne faut pas oublier cet aspect-là parce que c'est aussi lié à l'identité quand on va surtout échanger dans des cas d'usage importants. De l'autre côté, au niveau relying party, il y a aussi plein de questions. Et comme on a déjà dit, les cas d'usage sont les plus importants. Il faut toujours voir quelle est la valeur, quel est le potentiel que ça va attirer des mauvais acteurs. Et là, comme j'ai déjà dit, il y a certains cas d'usage qui sont déjà assez matures. Exemple facile de nouveau, Mobile Driver's License ou European Health Card. Peu de risques, assez bien connu comment c'est structuré, mais il y a d'autres cas d'usage où les protocoles et les standards sémantiques ne sont pas, je dois dire, très résilients à l'heure actuelle parce qu'ils sont très nouveaux. Merci beaucoup, Eric. Anthony, sur ce qu'évoquait justement Eric, comment est-ce qu'on adresse cette dimension avec cette multiplicité finalement aussi de nationalités, donc la possibilité d'avoir plusieurs wallets, d'avoir effectivement fait des études dans un État, de vivre, par exemple, on a la question des transfrontaliers aussi, quand vous vivez en France et que vous travaillez en Suisse, par exemple. Comment est-ce qu'on adresse cette dimension-là ? Alors cette dimension, chaque État membre va y répondre selon qu'ils aient beaucoup de transfrontaliers, j'ai envie de dire. Si vous regardez le Luxembourg, par exemple, un pays qui est très largement composé de transfrontaliers qui vont accéder aux services publics, il va y avoir une solution un peu différente de la France. Je vais peut-être élaborer sur la partie identity matching, Eric. Alors, sur la question d'utilisation du numéro de sécurité sociale dans le PID, il n'est pas forcément question aujourd'hui de l'utiliser déjà pour des raisons historiques, mais aussi parce que rien ne l'oblige. Et enfin, la dernière raison, et qui je crois aussi faisait partie de l'ensemble des débats avec le Parlement européen au moment des trilogues, c'est la question de la présence d'un numéro unique et persistant dans le PID, dont je comprends que c'est un risque en termes de privacy. Alors, on peut avoir bien sûr des risques en termes de privacy sur les signatures cryptographiques, sur la linkabilité, tout ça, mais en fait, le fait d'avoir vraiment un paramètre, un attribut intimement unique et en clair dans les données, c'est peut-être ça qui est un peu le plus critique. Et donc, l'avis, en tout cas c'est ce que je comprends aujourd'hui de l'état de l'ARF, c'est de pouvoir proposer à chacun des États membres des solutions particulières où concrètement il serait question de pouvoir émettre des attestations complémentaires qui viendraient au-delà du PID et qui permettraient du coup d'assurer cette unicité des usagers qui se présentent auprès de services publics. Un exemple un peu concret là-dessus, en France, quand vous utilisez France Connect, vous partagez une identité pivot composée de 6 attributs. Et il se trouve que si vous avez quelqu'un qui est un homonyme pur et parfait, qui a le même nom, même prénom, même lieu de naissance, même date de naissance, même sexe, France Connect ne va pas marcher pour vous. C'est une limitation du système français qui est de fait, mais pour laquelle il va falloir évidemment trouver une réponse. Voilà donc mon complément. Merci beaucoup, Anthony. Norbert, about this identity matching. On parle de matching, d'identity matching. Comment surmonter cet obstacle? Je pense que c'est ce qui est passionnant sur le matching d'identité, c'est que ça fait partie du jeu. Et le jeu, c'est que nous sommes dans un monde, on a des systèmes existants, dans les 27 États membres, c'est notre héritage, notre patrimoine numérique. Il faut maintenant qu'on les harmonise, qu'on les réunisse sous le parapluie. On ne peut pas simplement émettre cet outil et dire aux États membres, voilà, ça y est.
faites-le. Il y a beaucoup de cas d'usage qui ne font pas sens pour tout le monde, donc il faut trouver des solutions qui prennent en considération ce qui a été fait par le passé, mais qui opèrent aussi au niveau européen, qui nous permettent de parler, de se parler mutuellement. Ça semble simple dit comme ça, mais avec le matching, la permanence d'identité, il y a eu quelques propositions émise par la Commission, une proposition assez optimiste de la Commission européenne en 2021, un identifiant unique qui serait attribué à chaque citoyen par un État membre. 25 ou 26 États membres, c'est déjà chose faite, c'est une pratique courante, donc ce n'est pas vraiment une révolution, mais c'est le sujet de beaucoup de débats pendant toute la phase législative et finalement la Commission a retiré cette proposition. Donc nous nous retrouvons dans une situation où nous ne proposons plus ce code identifiant unique. Ça nous rend la vie plus difficile d'un point de vue technique, mais je peux vous dire que ce qu'on va faire maintenant, c'est que travailler les bases de données, travailler les ensembles de données. Il y a un ensemble de données pitch qui votre nom, votre prénom, votre date de naissance, lieu de naissance. Ce sont des attributs qui nous permettent de relier des identités. Si cela ne suffit pas, et ça ne suffira pas, je peux vous le dire, par exemple, le cas que vous avez cité, des gens qui ont des noms similaires, nés à la même date, au même endroit, il y a d'autres attributs que les autorités peuvent utiliser. Je n'ai pas la liste devant moi, mais cela peut fonctionner. Mais ça demandera beaucoup de coopération constructive entre États membres parce que il y a des camps, il y a des fissures, il y en a que ceux qui sont fortement en faveur des codes identifiants, d'autres qui sont contre. On a dépassé ce débat, je crois, mais il faut maintenant être plus pragmatique et trouver des solutions pragmatiques et vraiment thématiques récurrentes dans tout ce problème. Parce que si on parle trop d'idéologie, on va se perdre et le projet va échouer. Et on n'a pas le temps pour ça. Encore un mot sur la certification. Le cadre pour certifier les portefeuilles, comment ça avance? Bon, ce que nous aimerions savoir, aimerions voir, c'est un cadre européen. C'est ce que le législateur nous a demandé. Nous nous demandé de développer un cadre au niveau européen qui fait suite aux actes CSA. Et pour ceux qui connaissent bien la certification, vous saurez que établir un tel cadre n'est pas chose facile. Ça ne sera pas prêt d'ici 2026. Donc, ce qu'on a fait entre-temps, ce que le législateur nous a donné son accord, c'est que pendant cette période intermédiaire, avant d'arriver à un système commun pour toute l'Europe, un système où tous les portefeuilles nationaux sont certifiés au niveau européen, pour l'instant, on peut avoir des systèmes nationaux, mais qui remplissent un certain nombre de critères. Ce n'est pas revu par les pairs parce que ce n'est pas légalement possible, mais ils vont en discuter au sein du groupe de travail au niveau européen. Et si un État membre, que ce soit France, Portugal, la Malte ou autre, s'il y a des vulnérabilités, elles seront détectées. Donc, ce processus de systèmes nationaux, on s'est mis d'accord pour que ça puisse tenir pendant la période intermédiaire avec des règles harmonisées parce que ce qu'on cherche à établir, enfin, c'est un produit harmonisé. Nous sommes en discussion avec les États membres pour être sûr que ce soit possible d'ici la fin de 2026 et c'est un grand défi. Les certifications. Plusieurs éléments. D'abord, c'est clair que la certification, c'est lié au wallet. Mais n'oublions pas que l'utilisation fait que tout l'écosystème doit être bien sécurisé. Donc, les pit providers qui émettent des pits dans le wallet, leur comportement, comment ils mettent les pits dans le wallet, etc., doit être correct. Autrement, la technologie, le produit, comme c'est appelé, OK, le produit peut être sûr, mais si la manière qu'on active le wallet n'est pas suffisamment sécurisée, on a un problème. Les relying parties, au moment qu'eux, ils reçoivent quelque chose, parce qu'on ne fait pas un wallet pour avoir un wallet, c'est pour échanger des data, pour authentifier, pour échanger des attestations. Ça sert seulement à quelque chose au moment que le relying party peut vraiment avoir confiance dans le wallet. De nouveau, et le wallet, le produit ou le wallet provider doivent être à un niveau
élevé de sécurité, mais le trust framework autour de tout ça, la supervision des PIT providers, la supervision des Qualified Attestation Providers doit être à un certain niveau. Autrement, OK, le wallet est sécure, mais le reste est à un niveau trop bas. Deuxième élément, c'est que la réglementation dit clairement qu'il faut faire une certification du wallet au niveau fonctionnalité. Donc, pour moi, c'est et la fonctionnalité qui est dans l'article 5A, mais aussi ça doit marcher cross-border. Autrement, on n'atteint pas le but de la réglementation parce que le but, c'est de pouvoir travailler cross-border. Et il faut avoir une certification au niveau cybersécurité. Cette partie tombe sous le CSA, le Cyber Security Act vers le futur, comme c'est dit. On peut dire que ça doit aussi être conforme au GDPR. Là, il y a des différences d'interprétation entre certains pays. Qu'est-ce qui est compliant au niveau GDPR? Et il faut avoir une certification vis-à-vis l'intégration, si je peux le dire comme ça, dans le National EID Scheme. Donc, ce sont tous ces aspects-là qui doivent être en ordre. Functional, security, GDPR, integration in the National EID Scheme. Et pour finir sur ça, techniquement, la solution et l'interaction doivent être sécurisées, mais tous les acteurs doivent être à un niveau de professionnalisme assez élevé. Moi, je dirais même, sous la directive NIS2, pour moi, ce sont des essential entities. Si, comme on fait à Pologne, on oublie sa carte d'identité, son mobile driver's license, etc., et on n'a que ça, et j'espère un chargeur, hein, autrement sans l'électricité, vous avez un autre problème. Si ça ne marche plus, vous avez un problème grave. Donc, pour moi, c'est une essential entity qui va procurer le wallet aux citoyens. Donc, toutes les exigences de NIS2, selon mon opinion personnelle, s'appliqueraient. Katarzyna, would you like to add something about what we were just discussing? Katarzyna, vous souhaitez rajouter quelque chose sur le matching d'identité, la certification? Oui, je dirais que le matching, c'est un problème à résoudre, c'est très important. Alors, c'est formidable qu'on ait tous des solutions et qu'on ait des documents, des actes d'exécution, mais il faut qu'on trouve une solution qui fonctionne, techniquement parlant. Et je suis sûre que ça peut être fait, mais c'est difficile. Et en 2027, il faut qu'on se dise, bon, comment est-ce qu'on s'identifie nationalement? En Pologne, on a un numéro national d'identification pour la vie. Moi, j'utiliserai mon numéro qui m'a été donné par la Pologne et je l'utiliserai partout. Et ce numéro-là, c'est moi. Mais ce n'est pas le cas. On n'a pas un numéro personnel d'identification dans tous les pays. On a déjà eu cette discussion. Il y a des solutions, mais des solutions assez complexes à mettre en œuvre. Mais il faut qu'on puisse résoudre. Moi, je vis aujourd'hui en Belgique. J'ai des dossiers médicaux en Belgique. Si je retourne en Pologne, il faut que j'ai accès à ces dossiers médicaux en Belgique. Et en Belgique, ils m'identifient. Est-ce qu'ils vont m'identifier avec mon numéro? Mais j'ai aujourd'hui un numéro belge aussi. Donc, il faut qu'on trouve ces solutions, effectivement, pour les gens qui voyagent. Mais c'est un petit cas de situation qu'il faut résoudre. Et je suis sûre qu'on a aujourd'hui à l'œuvre et au travail les meilleurs esprits techniques pour trouver les solutions. Katarzyna. Ça a été évoqué d'ailleurs ce matin aussi par Anne-Gaëlle Baudouin sur le Playground qui est fourni donc par la NTS aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit aujourd'hui, surtout pour quels usages? Absolument. Alors effectivement, Madame la Préfète ce matin a élaboré sur ce dont il est question avec le Playground en rappelant un peu l'historique, c'est-à-dire que la NTS avait été saisie par le secteur industriel qui a souligné l'importance de pouvoir participer au LSP. Donc c'est cela qui nous a motivés donc à être accompagnés d'industriels français très nombreux et qui sont bien sûr inscrits dans l'écosystème français. Et je pense que l'événement d'aujourd'hui en est un peu la preuve. Le Playground, aujourd'hui, c'est un environnement qu'on met à disposition de l'ensemble de l'écosystème français, mais aussi européen, et qui a pour vocation, en quelque sorte, à héberger des solutions chez nous,
pour les mettre à disposition d'un écosystème qui ensuite pourra jouer librement dans un mode un peu bac à sable. Donc on a déjà des implémentations disponibles, on a déjà Docapos qui a contribué, Idacto également, l'IN Group, et donc nous sommes bien sûr à la recherche de prospects, et concrètement ce dont il est question, c'est ouvrir des endpoints sur Internet, vous y accédez, c'est un simulateur de reading party, ou alors c'est un simulateur d'émetteur d'attestation, ou un simulateur de wallet, ça peut simuler n'importe quoi, et ensuite, charge à vous de soit tester en chambre de votre côté, ou alors de contribuer pour ensuite avoir accès, en quelque sorte, à l'ensemble des partenaires que nous avons. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir me voir. C'était aussi le but de ma venue d'aujourd'hui. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on imagine, parce qu'on a envie, bien sûr, de mêler le secteur industriel à cela. Notre conviction, c'est que la création d'usage va se faire de pair, en réalité, avec la possibilité pour les lignes parties de pouvoir intégrer de leur côté les briques techno nécessaires pour parler avec un wallet. Les banques notamment devront adopter de telles briques. Et donc, il nous faut assurer ces partenariats entre le public et le privé, s'assurer que tous les bouchons sont compatibles, que ça va bien marcher, pour laisser, bien sûr, toute sa place aux différents acteurs. Ça me permet de toucher un mot sur la signature, parce que le règlement exige que les fournisseurs de wallets puissent également permettre la signature qualifiée gratuite, en particulier pour les usages non professionnels. Du point de vue de l'agence, la signature, nous, on va la faciliter en permettant l'authentification auprès d'un fournisseur de signature qualifiée. C'est-à-dire qu'on ne va pas se positionner, nous, à NTS, en tant que fournisseur de signature, mais en fait laisser l'écosystème aujourd'hui, qui est très fourni, avec beaucoup d'acteurs différents, dont c'est le cœur de métier, pouvoir exister à nouveau et s'appuyer sur nous pour authentifier, identifier les usagers. Alors, je sais que ça n'est pas totalement votre domaine d'action, responsabilité au sein de la NTS, c'est plutôt Florent, mais comme il n'est pas là, éventuellement, dites-nous si vous pouvez aborder le sujet, notamment des modèles économiques. Ça a été abordé ce matin. Il y avait une question qui était notamment en ce sens, qu'on n'a pas d'ailleurs, à laquelle on a essayé de répondre, mais qu'on n'a pas totalement défleuré puisque vous étiez là et qu'il y avait la session cet après-midi sur l'Europe. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Anthony, sur ce sujet-là? J'allais dire, vous faire le porte-parole de Florent qui n'a pu être avec nous. Alors Florent a bien joué parce qu'il m'a filé la patate chaude. C'est l'éléphant dans la pièce. Alors le modèle économique, on a déjà disserté un peu cet après-midi. Il y avait déjà des pistes de réflexion qui avaient été évoquées tout à l'heure. Celui du consommateur-payeur, voilà, tous ces mécanismes de redistribution. Alors je pense deux choses. Pour moi, il y a un véritable parallèle à mener avec le modèle de confiance sous-jacent, parce qu'in fine, ceux qu'on enregistre dans ce modèle de confiance, c'est eux qui sont soit amenés à payer, soit amenés à être payés. Donc ça, c'est une des premières pistes de réflexion. Mais une deuxième qu'on explore, c'est pas du tout quelque chose qu'on voit activement dans le modèle économique de l'agence. La question, c'est de savoir que l'usager aussi peut être amené à payer pour des attributs qui ressortent dans son wallet. Qu'une fois qu'il aura payé, il va ensuite les présenter à un railing party, et sous réserve de validation par ce railing party, le railing party pourrait décider non pas de compenser le paiement qui avait été fait préalablement par l'usager, mais plutôt de se dire: tu as peut-être une réduction, tu as peut-être une fee, une compensation fee qui se manifeste sous forme de réduction et qui en fait est un mécanisme incitatif pour l'usager qui, une fois qu'il aura renouvelé la même présentation auprès d'autres railing parties par exemple, aura largement économisé sur le prix qu'il a payé pour l'émission de cette attestation. Je pense qu'il y a aussi un modèle économique à un peu explorer là-bas. Bien sûr, rien n'est définitif et je pense que chacun des États membres à ses propres enjeux. Je sais qu'il y a certains États membres, par exemple l'Italie, qui a un modèle économique très fort aujourd'hui avec un très grand nombre de fournisseurs d'identité, avec un très grand nombre de fournisseurs de services. Je pense qu'en France, on est encore un peu au balbutiement sur ce sujet-là et je pense que c'est le moment ou jamais de pouvoir poser les bases, comme disait Madame la Préfète ce matin.
Eric, sur cette coopération publique-privée, c'est un des points qui est évidemment très important, et vous vous étiez d'ailleurs exprimé précédemment sur ce sujet, cette approche collective. Comment est-ce qu'aujourd'hui on la renforce? Est-ce qu'elle progresse dans les différents États membres, notamment dans tout ce que vous pouvez voir à travers vos travaux? Il y a beaucoup de pilotes, large-scale pilots au niveau européen. Il y a des pilotes partout en Europe, même nationale. Mais je dirais que la valeur, c'est à discuter par secteur. Il y a plein de cas d'usage, surtout avec les nouvelles fonctionnalités des attestations à échanger. Il y a dans le healthcare, il y a le European Health Card, le EHIC, qui est facile à mettre dans le wallet. European Student Card, ça existe, c'est facile à mettre là-dedans. Mobile Driver's License, je ne sais pas quel est le cas d'usage au niveau économie, mais peut-être dans le monde où on va louer une voiture dans un autre pays, on veut faire une check avant qu'on peut prendre les clés de la voiture au moment qu'on arrive en Espagne pour les vacances, par exemple. Donc, je pense que c'est à chaque secteur d'y regarder. Certains acteurs sont bien matures. Par exemple, DG Employment, au niveau européen, ils ont déjà plus ou moins 900 documents structurés, Structured Electronic Documents. OK, c'est dans un format qui a été déterminé il y a 10 ans, mais traduire selon les nouveaux formats, ce n'est pas trop difficile. Au niveau des diplômes, il y a déjà des modèles. Mobile Driver's License, on en a discuté. Il y a des cas d'usage plus difficiles comme le Digital Travel Credential. Tout le monde commence à en parler, mais les standards ICAO ne se trouvent pas dans les standards, dans les Implementing Acts. Et d'ailleurs, ce ne sont pas des standards qui sont réglés au niveau européen, ce sont des standards réglés au niveau mondial. Donc, c'est un autre challenge. Dans le monde de paiement, on en a discuté aussi aujourd'hui plusieurs fois. Je me demande quelle est l'opinion de DG FISMA et le European Banking Authority dans ce contexte-là, où jusqu'à où on veut aller à un certain moment. Il faut peut-être aussi dire, pour certains types de documents, on va utiliser le European Digital Identity Wallet, pour d'autres pas. Par exemple, les wallets des banques sont observés le comportement par un fraud detection engine pour contrôler le comportement, pour garder votre compte bancaire sécure. Donc peut-être, de point de vue risk-based approach, que les banques connaissent très bien, c'est peut-être mieux qu'ils peuvent très bien observer ce que vous faites, qu'aujourd'hui vous êtes en train de faire une transaction de X euros avec un Apple et soudainement, il y a 10 minutes par après, une transaction venant de la Russie avec un Android, c'est peut-être pas idéal. Il faut être capable de le détecter. Comment est-ce que ça va marcher ensemble avec, par exemple, les checks au niveau frontalier au moment qu'on prend un avion pour aller dans d'autres pays? Je ne pense pas que KLM Air France va jeter son wallet dans la poubelle parce qu'il y a un nouveau wallet. Donc, peut-être il y a une sorte de coexistence aussi. Et à mon avis, il faut regarder secteur par secteur. Il y a des cas d'usage dans Potential, dans EWC, qui ont été testés et regardons lesquels sont les plus matures. Là, on peut peut-être avancer. Là où on n'en est pas mature, risk-based approach, c'est peut-être mieux d'attendre un peu juste au moment que ça devient mature. Et d'ailleurs, pour terminer sur ça, n'oublions pas que AI, pour moi, c'est mon opinion personnelle de nouveau, c'est une sorte de plateforme qui permettent de faire de l'authentification, signature digitale, échanger des attestations. Mais si on l'applique dans un certain secteur, il y a aussi des règlements sectoriels qui s'appliquent. Il ne faut pas oublier ça. Katarzyna, about the business models. Katarzyna, sur le business model, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui devrait être fait en Pologne? Vous savez que nous avons actuellement la présidence du Conseil de l'Union européenne. Et l'une des priorités identifiées pour cette présidence, c'est de mettre l'accent sur la simplification des tâches
et de l'administration. Et ça, c'est vraiment une chance de mettre en place le portefeuille. Et nous sommes également d'accord avec la proposition faite par l'Union européenne d'un wallet commercial, Business Wallet. Et nous travaillons actuellement à la conception d'un atelier en marge du sommet sur la numérisation qui se tiendra les 16, 17 et 18 juin 2025 à Gdansk. Ce sera le sommet mondial sur la numérisation. Et à la veille, le 16, nous voulons organiser un atelier qui sera consacré entièrement au portefeuille business, à ce concept. L'idée étant de réunir tous les acteurs du secteur privé, des petites entreprises, des moyennes entreprises, mais également des prestataires de services, définir les cas d'utilisation pour ce wallet business, pour ce portefeuille business. Comment est-ce qu'il pourrait simplifier la charge administrative des PME? Comment trouver ces cas d'utilisation et les étudier pendant l'atelier? Eric? Oui, j'aimerais rajouter une chose. Il faut baisser le niveau de risque parce que dans le monde des affaires, il y a beaucoup de risques. Mais si on peut transférer des attestations, des informations de manière transfrontalière en étant sûr de la qualité de l'information, évidemment, les chances de faire des affaires avec votre contrepart dans un autre pays sont augmentées. Qu'on a évoqué sur cette dernière séquence, notamment avec Eric et Katarzyna? Peut-être juste sur la conception du business model. So the business model, I mean, this is one of these areas in the regulation. Alors, le business model, ça c'est quelque chose qui n'a pas été harmonisé à juste titre, parce que de toute évidence, les situations sont très contrastées dans les différents pays européens, et nous ne pensons pas que l'harmonie peut être faite ou ni même devrait être faite. En même temps, nous pensons que ce portefeuille doit être une initiative combinée, public-privé. C'est l'initiative née d'un souci gouvernemental, mais l'utilisation très souvent est liée aux acteurs du système privé. Donc il faut à la fois la confiance gouvernementale, mais également la praticité du monde commercial, parce que c'est une utilisation de tous les jours. Et donc, il faut vraiment que l'on puisse lier l'utilisation et la confiance, lier le public et le privé, leurs points forts. Et je pense que ce message est vraiment bien passé dans les différents pays membres. Il y a beaucoup d'États membres qui aujourd'hui s'engagent dans cette voie, qui travaillent très étroitement avec le secteur privé. Je crois que quasiment tout le monde, presque tout le monde, si je ne me trompe, et c'est parce que c'est tout à fait sensé, parce qu'on a ce mélange de sécurité, d'utilisation. Une dernière question, et ensuite on va prendre des questions dans la salle de nos invités. Un mot peut-être sur les nouveaux LSSP de cette fin d'année et sur ce fameux consortium Aptitude. Oui, tout à fait, parce que l'ANTS a décidé de remettre le couvert et donc de reprendre la coordination d'un nouveau LSP qui s'appellera Aptitude, dont les cas d'usage ont été décrits ce matin. L'idée, c'est d'avoir le DTC, qui est un enjeu assez majeur, parce que même réglementairement, on ne sait pas trop encore où est-ce que ça va. Il y a plusieurs examens de textes en cours et qui ont des visions un peu différentes de ce que doit être un DTC. Pour vulgariser un petit peu, il y a différents types de DTC, donc Digital Travel Credentials, type 1, type 2, type 3. Est-ce que c'est une pure et pas le copie du passeport, ou est-ce que c'est un truc à côté, ou est-ce que c'est un truc qu'on émet sans le passeport? C'est un peu ça la dichotomie. On a évidemment d'autres cas d'usage qui portent autour du paiement, donc de la validation d'un paiement dans le cadre d'une authentification forte, les cartes d'étudiants, tout ce qui est ticketing, mais l'une des différences majeures entre Aptitude et Potential, en premier lieu, c'est déjà parce qu'on arrive dans un écosystème beaucoup plus mature, avec un règlement, déjà, c'est déjà pas mal. Une implémentation de référence, beaucoup de standards qui auront évolué depuis le début de Potential, qui était d'ailleurs aujourd'hui, il y a 2 ans, tout pile. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est aussi qu'on va entrer très rapidement avec la date butoir, qui est donc l'obligation pour chacun des États membres de mettre à disposition un wallet. Ce qui donc concourt avec l'objectif d'entrer en production, en pré-production, en production, au moins avec des données réelles pour ce prochain LSP. Voilà ce que je peux en dire.
Merci beaucoup. Merci Anthony. Merci à chacun de vous. Thank you very much. We're going to take some questions for... Merci à toutes et à tous. On va prendre des questions dans le public. Donnez le micro. C'est pas que je voulais pas prendre vos questions. C'est juste qu'on avait gardé un temps à la fin pour échanger, mais j'avais bien noté que vous souhaitiez adresser, je pense, une ou plusieurs questions à nos invités. Je vous en prie, prenez le micro. Vous pouvez adresser votre question. Yes, of course. Yeah, hello, Stefan Engberg. Ouais, alors Stefan Engberg ici. Nous travaillons dans la gestion d'identité pour le secteur défense. On veut voir, voir si cette technologie serait applicable dans la société civile. J'ai une remarque et une demande. Alors, la remarque, tout d'abord, je crois que le portefeuille, en l'état actuel des choses, va être le plus grand échec européen de tous les temps. En étant dans le panel parlé ici, je suis vraiment dessus. On prend que le banc et on ignore tous les mauvais côtés de ce qui se passe. Interopérabilité n'est pas une bonne chose si on oblige les gens à utiliser des mauvaises structures. Puis on a des dettes technologiques, on a de la bureaucratie, on a l'insécurité et un échec d'innovation parce qu'on ne peut pas changer. Il n'y a pas de mécanisme de revenir en arrière pour adapter, pour évoluer une infrastructure telle que celle-ci. Et pour moi, le plus grand problème, c'est que la mise en œuvre technologique n'est pas conforme à la réglementation. La réglementation est complexe, c'est un secteur complexe, ok? Bon, on est tous d'accord. Mais le texte de la réglementation, au moins, a cherché à trouver un équilibre entre la RGPD, la lutte contre le crime, les marchés, aligner tout ça avec un système de confiance qu'on peut démontrer l'authentification devant un tribunal, par exemple. Ce n'est pas ce qu'on a ici. Ce qu'on a en pratique, c'est 99% surveillance illégale. Si Poutine envahit la Pologne, il va prendre ce portefeuille, il aura toutes les informations qu'il lui faudra pour contrôler la population. C'est fini. Il n'y a rien ici qui soutient les valeurs essentielles européennes telles qu'elles sont exprimées pendant la RGPD. Et je pense qu'il faut y réfléchir très sérieusement maintenant parce que nous sommes en train d'accélérer un processus qui nous mène à l'échec. Voilà, la remarque. Donc, la proposition que j'ai à faire, je crois que ce que est absent de cette discussion, c'est que nous avons passé les 15-20 dernières années en rajoutant couche sur couche de bureaucratie et de numérisation. En Europe, on a avancé le 5G. On a été très fort derrière le 5G. Le 5G, ça fait quoi? Ça tue les soldats en Ukraine parce que ça lui permet de les cibler. Ça fait que les enfants ont plus de jamais accès à Google parce qu'il n'y a plus aucun moyen de sécurité. Il n'y a plus de garde-fou. La façon dont nous concevons nos systèmes numériques est aussi une façon de concevoir le futur de notre société. Il faut qu'on se pose ces questions. Dans le secteur défense, ils n'aiment pas la traçabilité, mais la traçabilité tue. Et AIDAS a adressé ce problème parce qu'intérieurement, ils ont changé l'idée de ce système de suivi systématique avec une identité et a mis l'accent à la place sur la transférabilité, la linkabilité. L'idée de la connexion non qualifiée est la vraie question. C'est là où on peut aligner l'RGPD, donc les citoyens soient capables de partager les informations en gardant le contrôle sur leurs données avec des besoins cryptographiques pour les besoins de police, tout en gardant ouvert les marchés, en assurant le fonctionnement du marché. Ma question, ma proposition plutôt, c'est de retourner, Norbert, à l'émission et changer la définition de PAD. Il faut que la définition des documents PAD soit changée, se modifier, qu'il y ait des documents racines et des documents dérivés. Nous ne pouvons pas résoudre ce problème en disant « Oh, ouais, non, ça va aller comme ça ». C'est des mots vides. Ce n'est pas ce qui se passe en réalité. On a vraiment des transactions qui ne peuvent pas être reliées, mais qualifiées. Bon, merci beaucoup pour ces remarques, Norbert. Alors, je peux répondre très rapidement. C'est votre avis, évidemment, et je reconnais, je respecte votre avis, mais pour vous donner quelques éléments de réponse de ma propre compréhension du système, le portefeuille est
absolument compatible, conforme avec les RGPD. C'est vraiment... C'est un projet, pour moi, c'est l'un des plus transparents des petits projets européens qu'on a vu. Donc, tout est transparent, tout est open source. Vous pouvez passer un commentaire, vous pouvez faire des remarques sur tout ce qu'on fait. L'architecture, les normes, les protocoles, les cahiers de spécifications techniques, tout ça est en source ouverte. Et je peux vous dire que sincèrement, que la question de supervision, de traçabilité, de traçage est un sujet qui a été grandement débattu. Ce n'est pas quelque chose qu'on prend à la légère. C'est un élément clé dans les négociations. Nous avons passé beaucoup de temps avec nos collègues du Parlement, du Conseil, pour donner les assurances juridiques et techniques que ce système ne deviendra pas un système de traçage. Pour vous donner un exemple, ce que nous avons l'intention de faire, nous travaillons ensemble avec un groupe de cryptographes, c'est d'intégrer les zéro connaissance, des preuves zéro connaissance. C'est un terme technique, une possibilité technique qui vous permet de certifier quelque chose tout en protégeant l'identité et d'autres éléments d'information que vous ne voulez pas certifier. Tous les éléments que vous ne voulez pas certifier restent, par exemple, votre âge, votre identité de genre, tout ça peut être protégé. Vous révélez que l'information qu'il faut. C'est une petite partie du travail que nous fournissons actuellement. C'est un élément complémentaire de réponse. Eric, peut-être vous aviez quelque chose à préciser. Maybe one small thing. Une petite chose. Article 5C, certification. Il y a un acte délégué où il y a un registre entier des risques à éviter. Et il faudra valider ces risques. Il faut vérifier que notre mise en œuvre arrive substantivement à mitiger ces risques. Et il y en a qui ont un rapport avec la traçabilité. Vous dites aussi qu'on bouge trop vite. Oui, écoute, nous cherchons à construire quelque chose qui est multifonctionnel, qui est solide. J'espère qu'on va construire quelque chose qui est un Airbus solide, pas un Boeing 737 MAX qui est lancé trop vite à la production. Je pense c'est important d'avoir des cas d'usage qui sont stables, des normes qui sont stables. Nous savons que les risques, s'ils sont clairement identifiés dans le registre des risques, sont suffisamment mitigés. Donc, c'est pas simple, hein, soyons clairs, soyons honnêtes. Il y a un équilibre délicat à établir. Il y a beaucoup de négociations, mais je crois que le registre des risques, le registre des menaces prend en compte beaucoup de risques, de menaces qui devraient être mitigées. Quelle forme ça va prendre dans l'architecture finale, cela reste à voir. Nous allons apprendre dans les 18 prochains mois. Thank you, Eric. Nous avons alors une question au fond et ensuite, monsieur, j'ai bien vu, on vous passe le micro. Hein. Oui, Nathalie, on vous écoute. I have a question for Norbert Saxstetter. Oui, j'ai une question pour Norbert Saxstetter. Bonjour Norbert. Vous avez déjà publié la première partie des actes délégués, la première vague. Nous attendons la troisième vague qui va être publiée fin mai, le 21 mai, si je m'abuse. Mais nous attendons tout d'abord la consultation publique sur la première vague qui était programmée pour mi-mars. Nous voilà en avril. Vous avez des nouvelles sur ce sujet? Quand est-ce qu'on aura cette consultation publique? Quand est-ce que vous allez publier les résultats de la consultation publique, y compris les critères importants sur le passeport, le portefeuille européen d'identité numérique et ses services associés? Oui, tout à fait. La façon dont cela fonctionne, j'avoue qu'on a pris un peu de retard parce qu'il y a beaucoup de travail, beaucoup de plaintes sur la planche. On n'a pas pu abattre tout ce travail aussi rapidement qu'on aurait aimé, mais ce qui se passe habituellement, c'est qu'une fois que les documents ont été envoyés aux États membres, nous lançons notre consultation publique parce que ce serait injuste de partager ces infos avec le public avant de les avoir partagées avec les États membres. Donc, nous faisons ça de façon synchronisée. J'espère que ce sera lancé dans les prochaines semaines. J'espère avant Pâques. Donc, au moment où on envoie tout ça pour être scruté par les membres États, il en suit une série de réunions, de discussions. Cette information sera rendue publique et une fois cette période de consultation publique terminée,
et les constitutions avec les États membres, tout ça nourrit la réflexion et les discussions entre la Commission et les États membres. J'espère qu'on sera en mesure de faire cela avant Pâques. Nous avons une autre question. Vous avez le micro. Pas une question, plutôt un commentaire, une remarque sur ce que vous venez de dire. Par rapport à l'interopérabilité, il y a une expression française qui est il ne faut pas peindre le diable sur les murs juste pour faire peur aux gens. Nous avons des systèmes de paiement qui sont interopérables, qui sont magnifiques. Hein, elles fonctionnent merveilleusement bien. Donc, la critique que vous aviez par rapport à l'identité, vous pourriez très bien dire la même chose des systèmes de paiement. Mastercard, Visa, ce sont des systèmes de paiement internationaux interopérables. Ils sont formidables. On les utilise tous les jours, ces systèmes. Donc, l'identité numérique, on a des mécanismes bien plus forts que les systèmes de paiement. On a des preuves zéro connaissance, on a des non-liabilités, on a des systèmes de confidentialité qui sont formidables. Mais avançons étape par étape. Est-ce que vous avez une question, monsieur? Sinon, vous pouvez continuer cette discussion ailleurs après. Vous avez une question ou pas? Non, OK. Bon, très bien alors. Merci. Et dans ce cas, merci. On a atteint la fin de notre séance. Merci. Thank you. Katina, c'était un grand plaisir de vous accueillir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et Norbert, également, un plaisir de vous avoir accueilli ici en France. De Guy de Felcourt, qui est l'instigateur de cette journée et qui a beaucoup travaillé dans l'ombre pendant de nombreux mois pour nous permettre à toutes et tous d'être réunis. Cher Guy, la parole est à vous. Merci. Merci, bravo à tous. Oui, je ne serai pas long. Je voudrais juste adresser un mot d'abord à vous tous qui nous avez suivis toute cette journée pour vous remercier. Je voudrais remercier tous nos orateurs, particulièrement ceux qui ont fait l'effort de venir, comme la Commission européenne, comme le gouvernement polonais, comme France Titre, qu'on a eu tout au long de la journée aussi. Je voudrais remercier tous les modérateurs de cette journée, Mélanie Bénard-Croza ici présente, Sébastien Ferreri, Nathalie Launay, Éric Leven. Je voudrais aussi remercier les sponsors qui ont rendu cette journée possible, DocaPost, CertEurope InfoCert, KeepMe et BeConnect. Voilà, merci à tous pour votre présence. Je vous donne rendez-vous à l'année prochaine pour une autre séance sur l'identité numérique. Merci, bonne soirée.